こんにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Le 11 septembre 2020, la police de Fukui, sur la côte ouest du Japon, alertée par un homme affolé et en pleurs, découvrait une scène de crime absolument insoutenable et hors norme. L'homme au téléphone prétendait avoir reçu un appel de son père lui disant qu'il croyait avoir blessé sa fille et avoir fait une bêtise. Arrivés sur place, les policiers de la brigade de Fukui furent accueillis par un homme de 86 ans, Tomisawa Susumu, visiblement ivre-mort et avec du sang sur les mains et les vêtements. Agacé, l'homme leur demanda de partir, mais devant la présomption légitime de danger, la police pénétra dans le domicile du vieillard et y découvrit les traces de sang sur le sol qui menaient à la cuisine. Cuisine dans laquelle ils découvrirent des éclaboussures sanglantes sur les meubles et les murs, mais aussi des traces de pas ensanglantés au sol. En suivant les empreintes qui menaient au premier étage, les enquêteurs découvrirent le corps d'une jeune fille de 16 ans, Tomomi, sans vie et couverte de plaies visiblement causées par de nombreux coups de couteau. Hagard et sous l'effet de l'alcool, le vieil homme irrité refusa de répondre aux questions de la police et dut être placé en dégrisement et en garde à vue. Les premières constatations du médecin légiste de Fukui confirmèrent la mort par multiples plaies au torse et au cou, causées par un couteau à poisson, retrouvé près du corps. Il mentionna également de multiples blessures de défense au niveau des mains et des avant-bras. La scientifique identifia le sang sur les mains et les vêtements de Tomisawa comme celui de sa petite-fille Tomomi. Il fallut attendre le 14 septembre pour que l'homme avoue enfin les faits et livre un récit des plus sordides. La jeune lycéenne vivait avec son grand-père depuis 2 mois après que ses parents la lui aient confiée pour la rapprocher de son école et lui éviter de trop longs trajets. Soucieuse de la santé de son aïeul, Tomomi lui aurait demandé à de multiples reprises d'arrêter de boire car tous les témoignages s'accordent sur ce point. Tomisawa est alcoolique et consomme quotidiennement de l'alcool de riz bon marché et en grande quantité. Le soir du drame, l'homme, trop saoul et incapable de se lever, aurait demandé à sa petite-fille de lui servir à boire et elle aurait refusé, lui faisant à nouveau la morale, ce qui aurait mis l'homme très en colère. La jeune fille lui aurait proposé de l'aider à aller se coucher, mais profitant d'être sur ses 2 pieds, il l'aurait bousculé et se serait dirigé vers la cuisine pour attraper la brique d'alcool que Tomomi lui avait pris des mains afin de la mettre hors de portée. C'est alors que l'homme aurait saisi un couteau à poisson qui séchait sur l'égouttoir à vaisselle et aurait frappé sa petite fille une première fois à la poitrine. Elle aurait alors tenté de le désarmer, subissant de nombreuses coupures profondes aux mains et aux bras, puis serait partie se réfugier dans sa chambre au premier étage. Affaiblie par ses blessures, elle se serait effondrée dans le couloir du premier étage et c'est là que l'homme, ivre de colère et d'alcool, se serait acharné sur elle, lui donnant de nombreux coups de couteau mortels dans le cou et la région du cœur. Puis il serait redescendu s'asseoir avec sa brique d'alcool, aurait bu encore avant d'appeler son fils, le père de Tomomi, pour lui dire qu'il avait fait une bêtise et que sa fille était blessée. Placé en détention assistée, l'homme reste mutique quant à ses relations avec sa petite-fille, les enquêteurs ayant recueilli des témoignages de camarades de classe évoquant des actes déplacés du vieil homme dont Tomomi se serait confié à ses copines. Un médecin expert mandaté par le juge d'instruction évoque une démence sénile et une profonde dépendance à l'alcool qui pourrait rendre les auditions compliquées. L'avocat du vieil homme, lui, demande la libération sans jugement et le placement en hôpital de son client en raison de son état de santé mentale et physique. Les parents de la petite Tomomi, dont le fils de l'assassin, se sont portés partie civile et espèrent un procès. L'opinion publique est derrière la famille et espère que le meurtrier de 86 ans n'échappe pas à la justice. Affaire à suivre. Le 8 septembre 2020, un résident d'une 60aine d'années découvrait le corps à peine dissimulé d'une jeune femme dans un caniveau de 2 mètres de profondeur dans le quartier de Honjo alors qu'il se rendait à son travail. Alertant immédiatement la police, la brigade de sécurité urbaine de Kumamoto se rendit immédiatement sur les lieux pour les premières constatations.
Celles-ci démontrèrent que la jeune femme était morte depuis le 5 ou le 6 septembre et que la cause du décès était la strangulation. Vêtue d'un pantalon noir et d'un sweat gris, elle n'avait aucun effet personnel sur elle, ni sac ni papier d'identité. Il fut alors réalisé un portrait de la jeune femme pour l'identifier au plus vite. Âgée entre 30 et 40 ans, 1m70 pour 60 kg, 2 portraits furent diffusés, l'un avec les cheveux attachés et l'autre avec les cheveux lâchés. Une enquête pour meurtre et abandon de corps fut alors ouverte par la brigade criminelle. Il fallut attendre le 9 septembre pour que la victime soit identifiée par sa mère, inquiète de ne pas avoir de nouvelles et reconnaissant sa fille. Il s'agit de Narahara Chisato, 35 ans, chercheuse à l'université de Kumamoto et spécialiste des rétrovirus humains. La jeune femme travaillait depuis des années sur le virus du sida et avait contribué à l'amélioration des traitements. Elle était célibataire et vivait seule dans un appartement du quartier où fut retrouvé son corps, non loin de son lieu de travail. Le jour du meurtre, le 6 septembre donc, elle avait quitté son travail à 5 heures de l'après-midi. Ses collègues l'avaient vue quitter l'université à pied, puis plus rien. Peu de temps après l'identification de la victime, la police avait trouvé un sac à dos abandonné dans un parc public à quelques centaines de mètres de la scène et qui appartenait à Narahara. On y retrouva son portefeuille avec de l'argent liquide en quantité et son iBook tout neuf, prouvant que le vol n'était pas le mobile du crime. Cependant, son téléphone portable ne fut pas retrouvé. Quelques témoins se déclarèrent après l'appel de la police et certains firent remonter un signalement commun, celui d'un individu aperçu par plusieurs personnes en date et place du meurtre et discutant avec une jeune femme. Un portrait robot fut établi par les autorités et caméras de protection en renfort. L'individu fut identifié le 13 septembre dans la matinée et arrêté quelques heures plus tard par la brigade criminelle de Kumamoto. L'homme de 67 ans, Kumagai Kazuhiro, sans ressources et connu de la police pour des délits liés aux mœurs, a fini par avouer son acte après quelques jours d'interrogatoires et de confrontations. Le téléphone de la victime ayant été retrouvé à son domicile, nier les faits lui était impossible. L'homme, qui connaissait la victime par ses parents, l'aurait tuée sur un accès de colère après qu'il lui ait demandé de lui prêter de l'argent et de venir chez lui pour passer un moment. Il impute son acte de folie à l'alcool et à la précarité. Le juge, dans toute sa sagesse, n'a pas retenu ses arguments irrecevables et l'a inculpé de meurtre au premier degré. Il risque la peine capitale. Affaire à suivre. Le 22 septembre 2020 à 4 heures du matin, un habitant du village de Kosei, dans la préfecture de Chiba, signala la présence d'un véhicule stationné sur un passage à niveau à la police locale. La voiture, portière fermée, moteur allumé et garée sur les rails de la ligne Sotobo, fut ouverte par les policiers qui y découvrirent le corps sans vie d'un homme d'une soixantaine d'années, en costume noir, présentant une plaie à la tempe. Les enquêteurs trouvèrent un revolver de calibre 38 sur le tapis de la voiture, corroborant de suite la première thèse du suicide par arme à feu. Quelque temps plus tard, vers 6h30 du matin, le même poste de police reçut un nouveau coup de téléphone signalant une victime potentielle à 7,5 km de la ligne de chemin de fer, sur un petit chemin de campagne près du village de Mobara. Arrivé sur place, la brigade y trouva le corps sans vie d'une femme d'une soixantaine d'années, le visage en sang et présentant 3 entrées de projectiles dans la tête. Après inspection des effets personnels des 2 victimes, il apparaît qu'ils entretenaient une relation amoureuse et travaillaient tous les 2 dans le monde de la nuit. Quelques documents et conversations trouvés dans les téléphones du couple tentent à orienter la police vers une piste mafieuse puisque l'homme semblait avoir des accointances avec les Yakuza. Alors meurtre et suicide passionnel ou règlement de compte crapuleux, affaire à suivre. Tout d'abord, merci à tous pour les super réactions après la sortie de la vidéo sur le meurtre de la famille Kataoka Nizaemon qui a connu le meilleur démarrage de la chaîne. Elle fut compliquée à écrire et à réaliser, mais elle reste l'une de mes préférées. Comme vous l'avez pu voir, la vidéo collab avec les Ukram Sisters est enfin sortie et si j'en crois les retours et les vues, elle vous plaît beaucoup. Ça tombe bien, elle me plaît énormément aussi et elle fut vraiment chouette à faire. Le travail avec Lila et Lilia fut vraiment pro et agréable et j'espère vraiment que nous pourrons à nouveau travailler ensemble.
L'affaire traitée dans cette vidéo est un cas sur lequel je travaillais depuis longtemps, et je suis heureux qu'il ait pu prendre vie sous cette forme. Alors, cette vidéo est enregistrée depuis la semaine dernière. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai quelques petits problèmes de santé et dois subir une intervention chirurgicale dans les jours qui viennent. Il se peut donc qu'il n'y ait pas trop de vidéos pendant quelques temps. Mais si je me réveille, et dès que j'aurai récupéré, je vous promets de beaux sujets à nouveau et quelques nouveautés. Je ne sais pas si nous y sommes à l'heure où vous regardez cette vidéo, mais le live des 10 000 abonnés aura donc bien lieu puisque le résultat du sondage est sans appel. Laissez-moi juste le temps de retrouver figure humaine, enfin si c'était déjà le cas, et nous allons organiser tout cela. Je voulais vous signaler un excellent article sur mon dernier livre, Satsujin, meurtre et tueur en série japonais, sur le site Nautildian. Je vous mets le lien en description. Article qui a su capter avec justesse ce que j'ai voulu mettre dans cet ouvrage, et ça, ce n'est pas si courant. Je vous en conseille la lecture. Enfin, avant de vous quitter, certains le savent déjà, mais dans une autre vie, j'étais éditeur de manga, et cela pendant une belle décennie. Il se trouve que j'ai récupéré des stocks des livres que je publiais, pas beaucoup, mais assez pour vous en faire gagner. Alors désormais, tout tipeur ou utipeur d'au moins 5 € recevra un manga des éditions Végétal Japan, c'était ma maison d'édition. Ceux qui donneront 10 € recevront un artbook et ceux qui typent 50 € un coffret avec 3 artbooks et 3 mangas, plus quelques surprises. Mais pour l'heure, il y a 2 mangas Cœur de sirène et Autre histoire de mort de Mitsu à gagner. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de taguer Concours Manga dans les commentaires de cette vidéo et de me donner un chiffre entre 1 et 100. Je tirerai les gagnants au D20 dans une prochaine vidéo et afficherai les numéros gagnants. S'il y a plus de 2 gagnants, on se débrouillera pour trouver quelque chose. Allez, je vous quitte, je vais travailler un peu. Matane. Biba yang paya paya. Yaめて、そんなとこいきなり撫でるなんて。ペロペロペロペロペロ。ああ、ダメ。そんなひらひらまで舐めないで。ほらほら、口ではどんなに嫌がっても、ここはもうこんなにくちょくちょもネバネバ。ああ、恥ずかしい。穴があったら入りたい。穴があるから。ワンバンコワンバンコ。鶴光さんにかぶせは。鶴光さん鶴光さん鶴光さん鶴光さん鶴光さん鶴光さん鶴光さん。乳頭の色はかぶせは乳頭の色はかぶせは